bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Michael Vossart. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois et vous êtes aussi président de Défi Bruxelles. Tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais revenir avec vous sur ce plan, la fin du diesel en 2030 à Bruxelles. C'était lors du dernier gouvernement Bruxelles qu'on en avait parlé, et on continue à en parler, et on se demande si c'est un véritable accord, ce plan, ou bien est-ce que c'est un effet d'annonce. Ce matin, dans Matin Première, le ministre Didier Gauzoin, Défi, mettait en garde, pas question de se limiter à un effet d'annonce. Alors, est-ce que ça veut dire que Défi n'y croit pas dans ce plan de la ministre Céline Frémaux ? Bon, tout d'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que Didier Gauzoin indique. Ça, c'est pas étonnant. Certes, mais c'est la marque Défi. C'est qu'on ne va pas faire des coups de communication. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est déloyal au sein d'un gouvernement. Justement, il y a une étude qui est lancée, qui a été adoptée au niveau du gouvernement. Et forcément, nous, quand on lance une mesure, on veut qu'elle puisse atteindre ses objectifs, tout simplement. Et donc, effectivement, quand il parle d'effet d'annonce, c'est qu'on ne puisse pas, quand on défend un bilan, on puisse dire, ben voilà, encore un échec. Non, justement, aller vers le diesel, l'interdiction du diesel, c'est une mesure positive. Maintenant, il y a moyen de le faire de manière, je dirais, intelligente, progressive, pour que le comportement des automobilistes puisse changer, évoluer, parce qu'il faut toujours remettre un peu les choses à leur place. C'est pas une mesure contre la voiture, contre l'utilisation de la voiture, parce qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui utilisent à juste titre leur voiture, comme on devrait continuer à proposer des offres alternatives, comme le transport en commun ou l'utilisation du vélo. Mais il y a en même temps un autre débat qui est celui de la réforme de la fiscalité de la voiture. Bien, justement. Oui, donc cet après-midi, vous allez en parler au Parlement. Tout à fait. Ouais. Mais justement, je pense que c'est important de mettre cela aussi dans le même package. Parce que quand on parle de fiscalité, sur l'utilisation de la voiture, c'est cette philosophie-là qu'il faut mettre en avant. C'est justement ne plus taxer sur la possession, mais justement par rapport à l'utilisation du véhicule. Et c'est en lien avec la mesure voilà, du CDH ici, de ce qu'elle propose, mais il faut qu'on puisse aboutir à des résultats notamment en essayant de faire évoluer le charroi, parce qu'on parle ici des particuliers, mais aussi des pouvoirs publics. Il y a aussi tout ce qui est transport en commun, il y a les charrois au niveau de la commune. Là, on peut aussi initier une réforme au niveau du renouvellement du charroi pour avoir des véhicules moins polluants. Et justement, moi, je vais interroger vendredi, en question d'actualité, la ministre Frémaux par rapport à ses objectifs et la concrétisation de ces objectifs. De savoir à quelle date différents charrois vont être changés. Tout à fait. Et si on revient sur la taxation, parce qu'il y a toujours eu un débat de savoir est-ce qu'il faut faire une taxation au kilomètre, est-ce qu'il faut une taxation à la propriété. Je rappelle déjà qu'en 2013, il y avait un accord sous l'ancien gouvernement. Donc, le ministre de l'époque en Wallonie, c'était Benoît Ludgen, et ici, Bruno Delisle, Écolo Groen, qui a marqué son accord sur la taxation au kilomètre. Donc justement, il y a un retard qui a été pris. Aujourd'hui, je rappelle que sous ce gouvernement, on a mis en place la zone de basse émission, chose qu'on avait demandé depuis des années. Et donc là, encore une fois, ce que nous, on avait demandé depuis des années n'a pas été réalisé. Ici, la taxation au kilomètre, c'est quelque chose qui est dans la corrélation avec ce que nous défendons, c'est l'utilisation du véhicule. Mais il faut effectivement voir un petit peu que cette taxation soit intelligente par rapport au kilomètre. Est-ce qu'elle doit être forfaitaire ou non? Tout ça peut être encore débattu. Donc ça va être débattu, ainsi que le fait peut-être de faire en sorte que les voitures électriques ou les voitures hybrides ou hydrogène, elles ne soient pas taxées. Il est évident que les comportements non polluants et le fait de pouvoir bénéficier d'un véhicule hybride est un avantage pour tous. On parle aussi de la qualité de l'air aujourd'hui avec la rénovation du tunnel Léopold II, la qualité de l'air dans les écoles, autour des écoles. Eh bien, ça reste dans le même débat. Mais évidemment, on ne peut pas pousser les gens à changer de véhicule comme ça du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas notre vision. Ça doit se faire de manière progressive, tout simplement. Donc, en résumé, par rapport au plan de la ministre, vous êtes d'accord, hein, plutôt d'accord. Sur le principe. Vous voulez surveiller la manière dont ça va être mis en place. Tout à fait. Objectiver et qu'il y ait une concrétisation au niveau des objectifs qui ont été annoncés. Alors, avec vos collègues de Défi, dimanche, vous avez tenu un congrès et vous êtes donné des objectifs. Alors, un objectif plutôt ambitieux, c'est de dire Défi sera le premier parti à Bruxelles. Oui. Vous n'êtes pas le premier pour l'instant, hein, donc il va y avoir du boulot. Il y a plusieurs temps opératoires. Les élections communales.
nous voulons progresser partout. Donc il y a forcément nos 3 majorats que nous voulons conserver. Vous les récupérez Watermal-Boisfort. L'équipe avec Martine Peyfa est en place, est en ordre de marche. Mais il y a des possibilités d'avoir des surprises dans d'autres communes, notamment, je l'ai dit, à Bruxelles-Ville, où il y a la possibilité de casser, je dirais, l'axe PSMR qui est depuis des années au pouvoir et qui, d'une certaine manière, eh bien, a déjà annoncé qu'il voulait continuer ensemble. C'est un peu le message, il y a des préaccords et n'allez pas voter parce qu'on s'est déjà entendu. Eh bien, ça, ce n'est pas le message qu'on veut faire passer. Nous, on refuse la logique des préaccords. Nous allons libres et indépendants face aux électeurs. Et justement, il y a aussi l'ouest du canal, il y a Anderlecht, mais il y a les autres communes comme Jet, Berchem, Gansoren, où nous voulons progresser. Et ça passe évidemment par Molenbeek. Je n'oublie pas ma commune. Voilà, donc il y a ce premier temps, progresser partout. Et ensuite, à terme, c'est de devenir, parce que les citoyens attendent une alternative à Bruxelles, et nous allons pouvoir défendre aussi notre bilan à la région. Et justement, c'est avec un bilan au niveau régional et avec, je dirais, l'évolution dans les communes, dans l'ensemble de Bruxelles, que nous allons pouvoir, je l'espère, et c'est notre volonté, d'être le premier parti à Bruxelles. Mais est-ce que Défi ne se tourne pas un peu plus vers la Wallonie aujourd'hui et finalement oublie peut-être un petit peu Bruxelles? En aucun cas. D'ailleurs, nous avons déjà bien investi, et je l'ai dit, au niveau des différentes communes, là où notre présence n'était pas assez forte, importante, nous avons renouvelé, nous avons des nouvelles têtes de liste, notamment à Saint-Josse et à Saint-Gilles. On investit dans la nouvelle génération, c'est un signal fort pour un parti. Donc vous y croyez, hein, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous demander si vous croyez aussi au Diable Rouge, parce qu'on a appris ce matin, Robert Martinez a fait connaître sa liste des 23 sélectionnés plus un joker pour la Coupe du Monde en Russie. Alors, il n'y a pas de surprise, Compagnie est dedans, Den Donkerie aussi, et d'autres aussi. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 réactions. La première, c'est une forte équipe pour faire un bon mondial. La deuxième réaction, c'est une équipe peu enthousiasmante. Et la troisième, c'est quand est-ce que Martinez va parler français? Alors, par rapport, je dirais, à l'esprit d'équipe, c'est le plus important quand on va dans une compétition de ce niveau. Donc, c'est ce qui compte, c'est d'avoir tout le monde qui est concerné par l'enjeu. Et justement, je suis très content que, même s'il y a encore des doutes, que Vincent Compagnie, le capitaine, le leader, participe au voyage. Par contre, vous l'avez relevé, c'est la connaissance du français, au minimum une des langues nationales pour un sélectionneur. Justement, je voudrais vous faire entendre Robert Martinez, c'était ce matin. Donc voilà. Il a peut-être entendu mon appel. On va voir s'il a parlé français en lançant sa sélection. Eh bien non. Eh bien non, Michael Vossart, il n'a pas dit un mot de français et pas un mot de néerlandais. Et en plus, il est en pleine immersion dans le vestiaire parce qu'il a à la fois des francophones et des néerlandophones. Et donc, c'est aussi une habitude pour les joueurs de football d'apprendre la langue dans laquelle ils vont, dans le pays dans lequel ils vont jouer. Parce qu'on a beaucoup d'internationaux et forcément, quand ils vont à l'extérieur, ils vont aussi apprendre la langue du pays. Et ici, je pense que Roberto Martinez devrait faire cet effort. Il a déjà eu 2 ans pour le faire. Mais bon, le débat, c'est... Mais est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est si grave? Mais c'est aussi un exemple. On demande aux joueurs de l'équipe nationale de chanter l'hymne national, d'être patriote. Et justement, Roberto Martinez, il est le sélectionneur national. Et justement, ça fait partie de notre culture, la langue. Et il ne faut pas s'en détourner. Et je pense que c'est un bon signal à faire passer, notamment aussi par rapport aux supporters. Mais je pense que on ne va pas juger l'entraîneur uniquement sur sa connaissance de la langue, ses talents de communication, mais surtout sur les résultats qu'il va apporter lors de la Coupe du Monde. Et j'espère que ce sera positif pour notre pays. Oui, parce que vous êtes un fan de football. Tout à fait. Et revenons d'ailleurs à Molenbeek. Oui. Vous étiez l'entraîneur d'un club à Gansoren. Et là, c'est fini? Vous avez arrêté? Donc j'étais le directeur sportif de l'école des jeunes. Oui. Et comme j'ai fait, à l'époque, j'étais entraîneur, effectivement, du RWDM. Et j'avais démissionné quand je suis devenu conseiller communal. Ici, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que, tout simplement, j'ai ma vie de famille. J'ai aussi une ambition forte, une priorité qui est Molenbeek. Et je veux m'y investir à 100%. Voilà l'idée, c'est d'éviter
Oui, les conflits d'intérêts. Ici, il n'y en a pas, mais en attendant, de loyauté, c'est de ne pas être dans un cumul de fonctions. Je vais m'investir à 100% pour ma commune. C'est de la nouvelle leçon du décumul de défis des jeunes. En tout cas, c'est de ne pas cumuler avec un poste de directeur sportif. Mais alors, à Molenbeek, justement, le défi n'est pas très important aujourd'hui à Molenbeek. Attention, vous me l'avez déjà dit. Pour l'instant, oui, c'est ça. Mais comment allez-vous trouver votre place entre majorité actuelle et opposition socialiste qui se bagarre tous les jours sur Molenbeek? Quelle est la place des filles? Moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'en 2012, il y avait un débat de personnes. C'était le casting, est-ce que c'était l'un ou l'autre, et on ne parlait pas des projets. Et moi, mon parti et mon pari, c'est justement de présenter un projet dans lequel les Molenbeekois vont se retrouver. Mais un projet à court terme et à long terme. Faire de la commune une commune phare dans la région bruxelloise, sur plusieurs pôles. Il y a l'économie, l'emploi, très important, mais aussi on a des potentiels culturels, sportifs, on en a parlé, et aussi, et ça on l'oublie, c'est la sécurité et la propreté. Donc ce sont des pôles qu'on peut développer à court terme et à long terme. Vous n'êtes pas le seul à dire ça. Mais je pense que je suis le plus concret, j'amène des chiffres, j'amène une évaluation, et ensuite je ne parle pas comme ça sans présenter, je dirais, un programme qui n'est pas à l'écoute des citoyens. Parce que j'entends beaucoup de Molenbeekois qui ne sont pas ravis de voir le bilan de la majorité, ne sont pas ravis d'avoir été, je dirais, dans des logiques, par exemple, quand on voulait lutter contre le radicalisme, les ASBL n'ont pas été consultés, les ASBL de notre commune, et on a été plutôt entendre ce que le gouvernement fédéral voulait faire dans notre commune. Je pense qu'il faut reprendre la main, et justement, avec Défi, c'est prendre la main, c'est mettre en place des propositions molenbeekoises. Est-ce que vous avez une préférence entre les partis de la majorité actuelle ou le parti socialiste pour savoir avec qui travailler après les élections? J'ai horreur de cette question, pas parce que je ne vais pas y répondre, mais parce que j'estime que trop souvent on confisque la parole du citoyen avant d'aller voter. Et on est déjà dans les calculs préélectoraux et de dire j'irai vers l'un, j'irai vers l'autre. Vis-à-vis du citoyen, est-ce qu'il ne faut pas être clair? Eh bien, je suis clair, je n'ai aucun préaccord, ni avec l'un ni avec l'autre. J'irai libre et indépendant. J'irai libre et indépendant. Ce qui compte, c'est que mon projet soit soutenu. Et bien entendu qu'à la fin, lors des élections, nous aurons le résultat avec les partis qui seront soutenus, qui pourront faire une majorité. Et pas l'inverse. Il faut que la démocratie locale s'exprime et que ce soit les partis soutenus qui puissent composer une majorité. Et je vérifierai si les engagements que j'ai pris, seront repris dans un accord de majorité. Parce que sinon, ce serait faire de fausses promesses. Et ça, je ne veux pas. Et justement, le plus important, c'est cela que le citoyen attend. Ce sont des politiques qui s'engagent sur des propositions et qui les réalisent in fine. Merci Mickaël Vossard. Demain, je recevrai Raoul Edebo. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.